Salut à tous, fans de la Phalange et amateurs de la Saris, je vous salue. Aujourd'hui, on va aborder l'armée que vous attendez tous, c'est l'armée macédonienne. Alors pourquoi attendre le troisième volet dédié à ces armées mystiques pour parler de cette armée macédonienne? Pourquoi ne pas l'avoir fait en tout premier? C'est vrai qu'après tout, la Macédoine est la base de l'empire d'Alexandre. Oui, mais je vous ai déjà dit que l'on possédait beaucoup plus d'informations sur l'armée lagide et dans une moindre mesure sur celle des Séleucides. Et c'est la raison pour laquelle on les a traités en premier. Mais il y a aussi une autre raison. Contrairement à ces deux royaumes que je viens de citer, celui de la Macédoine a mis beaucoup plus de temps à se stabiliser dans le cadre des guerres des Diadoques. Si dès 301 avant Jésus-Christ, on a le royaume de la famille des Lagides qui est centré sur l'Égypte, si on a le royaume des Séleucides qui est centré sur l'Iran et la Syrie, eh bien en Macédoine, ce n'est pas du tout le cas. Alors pourquoi? Tout comme le reste de l'empire d'Alexandre, la Macédoine a fait l'objet d'un partage après sa mort en 323 avant Jésus-Christ. Alors sa gestion a été attribuée au vieux Antipatros qui était déjà en charge de la Macédoine pendant les conquêtes d'Alexandre, donc c'est un choix qui paraît logique. Le problème, c'est que lorsque ce dernier meurt à 78 ans en 319 avant Jésus-Christ, eh bien, il a écrit un testament dans lequel il préfère le général macédonien Polypercone à son propre fils Cassandre pour lui succéder. Alors évidemment, ce dernier ne va pas l'accepter, il va se rebeller, il va y avoir une guerre entre les deux, et c'est Polypercone qui va être vaincu, et Cassandre s'empare de la régence de la Macédoine. Il va même faire assassiner Olympias, la mère d'Alexandre le Grand, pour légitimer son pouvoir, et il va également épouser la demi-sœur d'Alexandre, qui s'appelait Thessaloniké. Alors vous allez me dire, bon bah ce sont les Argéades qui sont les souverains désormais de la Macédoine. Eh ben non, parce que coup de théâtre, en 297 avant Jésus-Christ, on a Cassandre qui meurt d'un œdème. C'est son fils Philippe qui va lui succéder. Le problème, c'est que celui-ci ne règne qu'un an avant de mourir, et ce sont les deux autres frères, Antipater et Alexandre V, qui vont reprendre la succession. Mais deux rois qui règnent en même temps, c'est un roi de trop. Et c'est Antipater qui va prendre les devants en déposant Alexandre V. Celui-ci, comme il n'est pas content, eh bien en fait, il va aller chercher des relations extérieures pour essayer de reprendre son pouvoir. Il va faire appel à Démétrios Ier, qui était le fils d'Antigone, celui qui a été battu à Ipsos et qui ne possédait plus que quelques territoires en Grèce à ce moment-là. Ce dernier va accepter de l'aider, en tout cas c'est ce qu'il prétend, parce qu'une fois arrivé en Macédoine avec ses troupes, il va faire ami-ami avec l'armée macédonienne et assassiner Alexandre V, et toujours en s'appuyant avec cette armée macédonienne qui en avait un peu ras-le-bol, eh bien ils vont battre Antipater, et désormais Démétrios Ier va devenir roi de Macédoine, on est en 294. Alors là vous vous dites, bon bah ça y est, cette fois-ci les Antigonides ont enfin le pouvoir sur la Macédoine et vont pouvoir le conserver. Eh bien non, parce que Démétrios devient très vite impopulaire, il prélève trop d'impôts, et en plus il est battu par Pyrrhus, le roi de l'Épire, en 288, et donc Démétrios va se réfugier chez les Séleucides, et puis il va mourir en captivité. Pyrrhus, lui, il devient le roi de la Macédoine jusqu'en 281, puis ensuite s'ensuit 5 années de gros bordel, de 281 à 276, mais un événement va représenter une chance de retour pour les Antigonides, avec le fils de Démétrios qui s'appelait Antigone. C'est l'invasion des Celtes qui va débuter en 279, ces Celtes surgissant des régions du Danube, et qui vont envahir une partie de la Grèce jusque Delphes, dont ils vont piller le sanctuaire. À l'est, ils vont même s'installer dans une région en plein cœur de l'Asie mineure qui deviendra par la suite la Galatie. Et donc pour Antigone II Gonatas, eh bien c'est une chance parce que évidemment ça a foutu le bordel dans tout le royaume de la Macédoine, et Gonatas à ce moment-là, eh bien il règne sur un ensemble de territoires disloqués qu'il a hérité de son père, Corinthe, Pirée, l'île de Bé et quelques villes de l'est du Péloponnèse, et à partir des taxes qu'il prélève sur ces territoires, eh bien il peut entretenir une petite force armée constituée uniquement de mercenaires. Arthur Griffith, dans son livre, les estime à moins de 10 000. Mais avec cette petite force, eh bien, il va débarquer en Thrace et battre ces Celtes à la bataille de Lysimacheia. Ce succès, eh bien, lui assure un prestige qui fait que les Macédoniens vont le désigner comme souverain de toute la Macédoine. C'est ainsi que commence la domination
des Antigonides sur le royaume de Macédoine et qui va durer jusqu'en 168 avec la mort du dernier roi Persée. C'est de cette armée macédonienne antigonide, de 277 à 168 avant Jésus-Christ, que je propose de vous présenter. Et pour cela, je m'appuie sur différentes sources, telles que les historiens de l'Antiquité, à l'image de Polybe, de Plutarque, etc. Et une biographie constituée essentiellement de l'ouvrage que j'ai déjà utilisé pour l'armée lagide et l'armée séleucide, c'est-à-dire les armées des guerres macédoniennes et puniques de Duncan Head, ainsi qu'un numéro que vous pouvez voir sur la droite d'Osprey, qui est dédié aux armées macédoniennes après la mort d'Alexandre et dont l'auteur n'est autre que Nicolas Segunda. Et je n'oublie pas l'ouvrage de Griffith sur les mercenaires des armées hellénistiques. Alors pour présenter cette armée macédonienne des Antigonides, je vais m'y prendre en deux temps. Il y aura ce que vous voyez en bleu, l'armée des Antigonides du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui va de Antigone II à Antigone III, et puis il y aura celle du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'étend sur le règne de Philippe V et de Persée, sachant que ces deux armées ont des caractéristiques qui leur sont propres. Alors, avec le long règne d'Antigone, qui règne de 276 à 239, on pourrait s'attendre à ce que ce souverain qui peut enfin régner sur le long terme mette en place progressivement une armée reposant sur l'élément national, c'est-à-dire les Macédoniens. Mais en réalité, il va pas du tout faire comme ça. Il va continuer à faire comme avant sa prise de pouvoir en Macédoine, c'est-à-dire s'appuyer sur une armée constituée essentiellement de mercenaires. Par exemple, suite à sa victoire de Lysimacheia, il va engager une partie des Celtes qu'il a battus comme mercenaires. Vous voyez ici ces Celtes sur cette représentation, et vous pouvez vous apercevoir que l'un des Celtes porte d'ailleurs le casque de type Ascalon, ce qui montre que ces Celtes, au contact des Grecs, finissaient aussi par s'helléniser. Alors, parmi ces barbares que Antigone va recruter comme mercenaires, il n'y a pas que des Gaulois, des Celtes, il y a aussi des Thraces et des Illyriens, dont vous pouvez voir ici une représentation de Stéphane Thion. Alors, ces Thraces, ces Illyriens et ces Celtes vont constituer le principal vivier de mercenaires pendant tout le IIIe siècle, au point qu'ils vont remplacer progressivement les mercenaires grecs, et cela pour plusieurs raisons. D'une part, les barbares, ils sont nombreux. Lorsque les Celtes arrivent, ils arrivent par dizaines de milliers. Alors que les mercenaires grecs, comme ils sont recrutés un peu partout, ils sont beaucoup moins présents. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les mercenaires barbares sont moins chers pour le trésor antigonide. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que les Grecs ont totalement disparu de l'armée antigonide. Vous avez évidemment l'élément qui est présent dans toutes les armées hellénistiques, ce sont les Crétois. Antigone a pris des mesures pour assurer un recrutement de Crétois. Il va signer deux traités avec les cités crétoises de Euletarnae et de Hiérapidna, qui va envoyer progressivement, régulièrement, des citoyens en échange de paiement. Donc on est un peu un statut entre mercenaires et alliés. Mais qu'ils soient grecs ou barbares, ce qu'on peut dire, c'est que les mercenaires constituent le principal élément de l'armée permanente macédonienne. Et puis, il y a un événement qui va encourager les souverains à continuer ainsi. Lorsque Pyrrhus en 273 envahit la Macédoine dans le simple but de la piller, Antigone va l'affronter, et il se trouve que dans la bataille, tous les éléments macédoniens vont soit déserter ou se rendre, alors que les seuls à se battre jusqu'au bout, ce sont les mercenaires galates, les Celtes. Et donc évidemment, par la suite, ça va servir de leçon aux souverains séleucides. En gros, ils vont se dire les mercenaires sont les seuls combattants qui valent le coup. D'ailleurs, en 272, lorsque Antigone II reprend le contrôle de la Macédoine, c'est avec une armée constituée essentiellement de mercenaires. Malheureusement, nous n'avons aucune source qui nous donne le détail de sa composition. Alors, en temps de paix, ces mercenaires constituent la totalité des nombreuses garnisons qui sont situées en Macédoine et en Thessalie, comme celle de Corinthe par exemple, qui est importante parce qu'elle permet aux souverains antigonides de contrôler le passage du Péloponnèse. Cette garnison, elle est constituée sous Antigone de Gaulois et d'Illyriens, qui est commandée par un certain Améninias, qui est en fait un ex-pirate, lui aussi un commandant mercenaire.
Et en temps de guerre, eh bien, les souverains antigonides avaient pour habitude de maintenir ces garnisons de mercenaires et d'en recruter de nouveaux, occasionnellement, pour suppléer les armées en campagne. Alors ces mercenaires, ils gardent leur façon de combattre ainsi que leur équipement traditionnel, même si on vient de voir avec la représentation, au fur et à mesure il y a une certaine hellénisation, on va voir des Galates porter des casques hellénistiques, et puis ils servent selon aussi leur spécialité. Alors les Crétois, évidemment, ce sont des archers. Les Thraces, les Illyriens et les Celtes, ils fournissent aussi bien ce qu'on appelle les psiloi, c'est-à-dire l'infanterie légère, comme par exemple des lanceurs de javelots, mais aussi l'infanterie moyenne, par exemple les turéophorors, c'est-à-dire des porteurs de boucliers combattant à la lance et qui combattent pour protéger les flancs de la phalange. Alors j'ai pas arrêté de dire que les mercenaires constituaient l'élément essentiel de l'armée permanente des Antigonides. Il y a une exception, une force permanente qui, elle, est composée de Macédoniens et que Antigone a mis sur place. Il s'agit de la garde royale, l'agema. Alors, l'agema, elle est constituée à la fois de fantassins, 2000 hypaspistes, c'est-à-dire des porteurs de boucliers, auxquels sont adjoints 3000 peltastes. Alors attention, il ne s'agit pas de peltastes traces, hein, c'est-à-dire de lanceurs de javelots, mais des porteurs de peltas, c'est-à-dire des petits boucliers, mais qui combattent soit comme phalangistes, soit comme épéistes, en liaison avec les phalangistes. Alors vous voyez ici à gauche une représentation de ces hypaspistes, avec à gauche, avec son bouclier portant le symbole macédonien sur fond bleu, il s'agit de l'officier, et puis à droite, un phalangiste de l'agema. Alors, il n'y a pas que des fantassins dans la Guéma. Il y a aussi des cavaliers. Alors, cette petite troupe de cavalerie que l'on appelle l'Ilée, qui est héritière des compagnons d'Alexandre, eh bien, elle est très faible puisqu'elle ne s'élève en 219 qu'à 400 cavaliers. Vous avez une représentation à droite de ces cavaliers Lagarde. Alors, celui que vous voyez au premier plan, il s'agit en fait de Philippe V, mais le cavalier qui est derrière, il s'agit bien d'un des cavaliers de Lagarde. Mais bon, si vous faites le calcul, 2000 hypaspistes plus 400 cavaliers de la garde, eh bien c'est un élément macédonien permanent qui est assez faible, surtout lorsque l'on compare ceux de la garde par exemple séleucide avec les argyraspides qui s'élevaient à 10 000 hommes. Alors, si en temps de paix, les mercenaires constituent l'essentiel des forces antigonides, avec en plus cette garde royale constituée de Macédoniens, eh bien, en temps de guerre, la phalange redevient le pivot de l'armée. Alors cette phalange, elle est formée à partir de paysans macédoniens, entraînés régulièrement, élevés à l'occasion uniquement des campagnes militaires. Il existe deux sortes de phalangistes. D'un côté, les chalcaspides, c'est-à-dire les porteurs de boucliers d'argent, ce sont les hommes les plus entraînés, et d'autre part, les leucaspides, les porteurs de boucliers blancs, qui représentent les hommes les moins expérimentés. Alors vous voyez qu'on retrouve là la même division que dans l'armée lagide et l'armée séleucide, entre d'un côté les phalangistes les plus expérimentés, et puis en haut les bleus. Néanmoins, il y a une petite différence, c'est que en Macédoine, on n'a aucune preuve qu'il ait existé des clérouques. Vous vous rappelez ce système que les souverains lagides et séleucides ont dû mettre en place pour encourager des Macédoniens à s'installer dans leur royaume pour ensuite servir de phalangistes. En Macédoine, il n'y a pas besoin de ce système, puisqu'il y a déjà des Macédoniens sur place. En revanche, on sait qu'il y a eu le système des clérouques qui a été utilisé pour installer des traces et qui ensuite ont servi dans l'armée macédonienne. Alors, soit en tant que turéophoror, soit en tant que phalangiste. Alors, cette phalange, elle va occuper une place de plus en plus importante dans l'armée macédonienne grâce au règne d'Antigone qui correspond à une sorte de restauration de la phalange en nombre mais surtout en qualité et surtout depuis la défaite face à Pyrrhus en 273. Alors afin de conserver leur pouvoir, les Antigonides ont cessé leurs folles expéditions en Asie ou la volonté de vouloir reconstituer l'empire d'Alexandre, et se sont concentrés sur la Macédoine et la Grèce. Toutes leurs guerres durant le IIIe siècle avant Jésus-Christ ont deux buts. Soit protéger la Macédoine contre les invasions barbares au nord,
contre les Illyriens, les Thraces ou les Dardaniens. Je rappelle que Démétrios II meurt en 229 en combattant ces derniers. Et le deuxième objectif, c'est de consolider leur domination en Grèce. À ce moment-là, la Grèce est divisée en petits États, soit en cités comme Athènes ou Sparte, soit en ligue contre la Ligue étolienne ou la Ligue achéenne. Eh bien, la Macédoine joue de la division de toutes ces cités et de tous ces États pour exercer une sorte de régence. Alors, il y a l'une de ces guerres qui est plus importante que les autres, c'est la guerre dite cléoménique, qui va durer de 227 à 222 avant Jésus-Christ. Cette guerre cléoménique porte le nom du dirigeant spartiate qui voulait s'emparer de tout le Péloponnèse et qui se heurte à l'autre puissance du Péloponnèse, c'est la Ligue achéenne. Alors on est dans les dernières heures de gloire de Sparte, qui va au début gagner cette guerre contre les Achéens, et donc ces derniers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel à l'aide de la Macédoine. Alors à ce moment-là, Philippe est encore un mineur, suite à la mort de Démétrios II, il va lui succéder, et donc le royaume est régenté par Antigone III, dit Dozon. Dozon, ça veut dire le donneur. Il est le demi-frère de son grand-père, Antigone II Gonatas. Alors, Antigone III d'Ozon, il voit là l'occasion d'affirmer la domination de la Macédoine dans cette partie de la Grèce, et donc il va envoyer l'armée macédonienne, accompagnée de tous ses alliés, se diriger sur Sparte, et l'affrontement final aura lieu en 222 à Sélasie, bataille pour laquelle nous avons un descriptif détaillé des forces antigonides faites par Polybe. Et on va s'arrêter justement dessus. Et quelle est la composition de cette armée? Parce que bon, au final, c'est un peu ce qui nous intéresse. Alors pour ça, j'ai vérifié moi-même dans les sources, parce que si à chaque fois je devais me contenter de Wikipédia, ou devrais-je dire Wikikaka, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'erreurs, parce que des gens faisaient beaucoup de copier-coller, ou tout simplement parce qu'ils ne savaient pas interpréter les sources. Alors, que nous dit Polybe sur cette armée, qui est le seul d'ailleurs à nous donner une description assez complète de cette armée. Alors, selon lui, il y aurait un total de 28 000 fantassins et de 1200 cavaliers. Mais alors attention, comme vous allez pouvoir le voir quand on fera le descriptif de cette armée, ils ne sont pas tous de l'armée macédonienne. Alors, pour ce qui est de la cavalerie, Polybe mentionne 300 cavaliers. Alors la petite question c'est, est-ce qu'il s'agit de cavaliers de l'Agema ou est-ce que ce sont des Étaroïs? Ça on ne le sait pas. Il parle ensuite de 300 cavaliers mercenaires. Là encore, est-ce qu'il s'agit de Thraces, de Thessaliens? On ne le sait pas. Pour le reste de la cavalerie, donc on a 300 cavaliers achéens, 200 cavaliers béotiens, 50 cavaliers épirotes et 50 cavaliers arcaniens. Eh bien tous ces cavaliers là que je viens de citer, à part les deux premières catégories, ce ne sont pas des cavaliers de l'armée macédonienne, mais des cavaliers qui appartiennent aux alliés d'Antigone III, donc comme par exemple les béotiens et évidemment les achéens. Pour ce qui est de l'infanterie, on a le gros bloc, la majeure partie de l'armée qui est constituée de phalangistes, 10 000. Allez hop, c'est pratiquement un tiers de l'armée. Polybe cite ensuite 3000 rondachés. Alors je me suis longtemps interrogé sur ce que signifient ces rondachés. Donc une rondache, c'est ce petit bouclier. Alors ça veut dire peut-être qu'il s'agit des hypaspistes ou ces peltastes de la Gema. Alors je ne sais pas, là pour le coup c'est l'interprétation, mais en même temps je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors il cite ensuite 1000 Agrianiens. Ces Agrianiens, c'est un peuple en fait qu'on dit péonien, mais qui est intégré à l'intérieur de la Macédoine et qui était connu pour être des javeliniers. Ensuite, on a 1000 mercenaires galates, donc qui étaient des turophoroi. 3000 mercenaires. Donc ces mercenaires, ça peut être des frondeurs, ça peut être des archers, peut-être des hoplites. Ça, on n'en sait pas. Et on a enfin tous les contingents appartenant aux alliés d'Antigone. Alors par exemple, on a les 3000 soldats achéens, on a 1000 mégalopolitains, donc ce sont en fait des soldats de la ville de Mégalopolis. Donc Polybe nous précise qu'ils sont équipés à la macédonienne. On a 2000 béotiens, 1000 épirotes, puisque l'Épire à l'époque était en quelque sorte vassal de la Macédoine, 1000 arcaniens, 1600 illyriens.
Alors, pour ces derniers, on n'a pas le descriptif de leur équipement. Alors, à part pour le mégalopolitain, donc il s'agit peut-être de d'hoplites et les illyriens peut-être des turéophoroi, peut-être un peu d'infanterie légère. Hein, là, pour le coup, je ne sais pas du tout puisque ce n'est pas précisé. Alors, si on regarde la composition de cette armée, il y a plusieurs remarques à faire. Tout d'abord, c'est évidemment la faiblesse de la cavalerie. À peine 600 cavaliers et dont 300 mercenaires. Alors ça, c'est un archétype hein, de l'armée macédonienne. C'est que la cavalerie est vraiment le parent pauvre de cette armée, puisque sa proportion par rapport à l'ensemble de l'armée est encore plus basse qu'au temps d'Alexandre. À peine 5 à 10% des forces selon De Canhide. Alors ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà la petitesse du royaume de Macédoine, quand on n'a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres comme l'Empire séleucide, eh bien cela n'encourage pas le développement de la cavalerie. On n'a pas besoin de forces mobiles. Il y a une autre raison, c'est parce que les Macédoniens n'ont pas l'habitude d'affronter des ennemis qui disposent d'une cavalerie puissante, hein, qu'il s'agisse des Thraces ou des différentes cités grecques. Enfin, il y a une dernière raison, c'est que la cavalerie se recrute plutôt parmi les membres de la noblesse, qui est véritablement le vivier de la cavalerie. Or, ceux-ci ont suivi Alexandre lors de sa conquête en Asie et se sont vus offrir des terres en Asie et donc ne sont pas revenus en grand nombre en Macédoine. Si bien que là aussi, ce sont des mercenaires hein, et des alliés qui vont fournir le gros de la cavalerie. À l'inverse, on peut remarquer le grand nombre de phalangistes qui, à eux seuls, représentent un tiers de l'armée. Alors, ce qui peut être surprenant, et ça sera la dernière remarque que je ferai, c'est la faiblesse relative du nombre de mercenaires. À peine 5300 mercenaires, alors c'est peu lorsque l'on compare aux 13 300 macédoniens. Ça peut paraître surprenant avec tout ce que j'ai dit auparavant sur le fait que les mercenaires constituent l'élément essentiel de l'armée perdante macédonienne. Oui, mais en temps de guerre, je vous avais dit que on levait les phalangistes. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que ces mercenaires constituaient les garnisons, eh bien, pendant les guerres, pour pouvoir garder le contrôle sur leur territoire, les souverains antigonides, eh bien, ne dégarnissaient pas ces garnisons. Donc il faut vous imaginer que là, ces 5300 mercenaires, ce sont des nouveaux mercenaires qui ont été recrutés pour l'occasion, mais le restant des mercenaires, la majorité de ces mercenaires, restent au moment de Sélasie dans les garnisons réparties sur le territoire macédonien. Alors, cette bataille de Sélasie, eh bien, c'est une victoire d'Antigone. Et elle représente le sommet de la puissance macédonienne, puisqu'à partir de ce moment, elle va avoir le contrôle sur la totalité du territoire grec. Mais cet apogée du royaume macédonien et sa domination sur la Grèce va être de courte durée, puisque avec le début de règne de Philippe V, commence notre seconde partie de notre présentation, qui est celle de l'armée macédonienne au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui va être marquée par l'irruption d'un nouvel acteur dans la région, c'est la République romaine. Et là, vous allez voir qu'il s'agit d'un adversaire qui va être beaucoup plus coriace que les barbares ou les différents États grecs. Alors Philippe V va devenir majeur, il va pouvoir enfin régner personnellement, et il procède à plusieurs réformes de son armée destinées à accroître la capacité de recrutement. Alors il va pouvoir comme ça augmenter les effectifs, notamment en cavalerie, mais aussi pour la phalange. Alors il va mener ses guerres traditionnelles contre les différents États grecs comme l'Étolie ou contre les barbares au nord, mais c'est surtout évidemment contre la République romaine que les affrontements vont avoir lieu. Alors la première guerre dite de Macédoine va avoir lieu entre 215 et 205 avant Jésus-Christ. Mais là, il n'y a pas eu vraiment de grande bataille rangée. En revanche, la deuxième grande guerre de Macédoine, qui a lieu entre 200 et 197 avant Jésus-Christ, se voit se terminer par la bataille de Cynocéphale, qui veut dire tête de chien d'ailleurs, hein, pour la petite histoire. Eh bien, cette bataille de Cynocéphale, c'est le premier affrontement entre une armée romaine et une armée hellénistique. Alors, cette armée de Philippe V, comment est-elle constituée et à combien s'élève-t-elle?
Selon Tite-Live, cette armée s'élève à 25 000 hommes. Alors si on regarde la composition, on a tout d'abord les 2000 cavaliers, 2000 cavaliers qui sont à la fois des Macédoniens, alors ça peut être la garde royale, les Étarois, ça on n'a pas le détail de la composition, et puis on a aussi la cavalerie traditionnelle, classique, hein, des Thessaliens, équipés du Xyston et d'un équipement assez lourd. Ce qui montre d'ailleurs, quand on regarde le nombre de cavaliers, que les réformes de Philippe ont quand même porté leurs fruits, puisque son objectif était quand même d'augmenter la taille, hein, de la cavalerie. On a le gros morceau de cette armée sont les phalangistes, 16 000, qui sont encore plus que lors de Sélasie. Hein. Je vous avais dit que c'est une des caractéristiques de l'armée macédonienne, c'est que les phalangistes vont occuper une place de plus en plus importante. Il y a des traces. Alors les traces, les 2000 traces, hein, ce sont des turéophoroi. Vous voyez que là, équipé avec la rhombvaia, qui est l'arme traditionnelle des traces, et du turéos. On a 2000 Trallianoi, ce sont des Illyriens. Alors là, je sais pas exactement comment ils étaient équipés, probablement des turéophoroi, mais alors, est-ce qu'ils étaient vraiment comme ça? Je ne sais pas. Il y avait 1500 mercenaires. Donc les mercenaires en général c'est les psiloi, hein, c'est-à-dire soit des frondeurs, soit des archers, des javeliniers. Peut-être s'agit-il d'hoplites. Alors j'ai mis les deux, hein, puisque on peut pas le savoir. Et puis alors là c'est là où j'ai le plus gros doute, il y avait 2000 peltastes. Alors, les peltas, normalement, hein, sont ces javeliniers, mais le problème c'est que les peltas, c'était aussi le nom qui était porté par les porteurs de peltas, c'est-à-dire un lagema royal, qui était aussi surnommé les peltastes. Alors j'ai mis les deux par précaution. Cette bataille de Cynocéphale est une grande défaite pour Philippe V, qui s'explique en grande partie par l'inadaptation de la phalange. Car ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipement du phalangiste a tout au long du IIIe siècle été alourdi. Par exemple, la Saris, qui mesurait 5 mètres du temps d'Alexandre, a été agrandie à 7 mètres en 274 avant Jésus-Christ. De plus, vous avez le bouclier qui a été alourdi, l'équipement de protection, ce qui fait que progressivement, en fait, la phalange perd de sa vitesse de manœuvre et devient trop rigide. Alors cet alourdissement, il s'est expliqué par la volonté de disposer d'un avantage par rapport à une autre phalange, car le problème, c'est qu'au IIIe siècle, la plupart des ennemis des royaumes hellénistiques étaient d'autres royaumes hellénistiques. Mais là, le problème, c'est que ils ont dû faire face à une légion romaine qui est beaucoup plus flexible et manœuvrable. Si bien que, par exemple, dans cette bataille, lorsque l'aile droite romaine a battu l'aile gauche de Philippe, elle s'est rabattue sur les arrières de l'aile gauche macédonienne, sans que celle-ci ne puisse se retourner, parce que les phalanges étaient gênées par la lourdeur de leur équipement. Alors cette défaite, qui représente un crépuscule, hein, de la phalange, cause la mort de 8000 hommes de l'armée de Philippe V, ainsi que la capture de 5000 autres. Alors avec la paix qui va être imposée à Philippe V, eh bien la Macédoine perd le contrôle sur tous les États grecs qu'elle possédait, ainsi que sur la Thessalie. Alors les dernières années du règne de Philippe V et le règne de Persée, c'est-à-dire en gros de 197 à 168, une période de 30 ans, va être consacrée à la préparation de la vengeance contre Rome. Alors ils vont commencer par restaurer l'armée macédonienne. Comme après la défaite contre Rome, eh bien ils se sont vus interdire toute expansion en Grèce ou vers l'Illyrie, eh bien c'est vers le nord, contre les différents peuples barbares, que Persée et Philippe vont mener des campagnes, notamment contre les Thraces. Alors, ils vont opérer différentes conquêtes, et ce qu'ils vont faire, c'est que avec les territoires conquis, ils vont déporter la population thrace vers l'intérieur du royaume de Macédoine pour en faire des colons militaires, et à l'inverse, eh bien déplacer des Macédoniens des villes côtières vers la frontière pour mieux contrôler ces territoires. Ainsi, les deux souverains vont arriver à augmenter les capacités de recrutement de l'armée macédonienne. Et ils en avaient d'autant plus besoin puisqu'ils avaient perdu la Thessalie et ses précieux cavaliers.
Seulement ce retour en puissance du royaume de Macédoine eh bien, n'est pas au goût de tout le monde, notamment d'un certain Eumène qui était le souverain du royaume de Pergame, et qui a été jusqu'à Rome pour venir chialer auprès du Sénat. Bon, alors on a l'extrait de son discours pour encourager Rome à entrer en guerre de nouveau contre la Macédoine, donc il exagère légèrement à chaque fois la puissance de la Macédoine, hein. En gros, il a des milliers d'hommes, ils ont des armes chimiques, ils ont la bombe nucléaire, enfin bon, ça c'est notre guerre. Mais bon, voilà, donc vous avez compris l'idée. Alors, tout ça, ça va donner lieu à la troisième guerre de Macédoine, entre 171 et 168 avant Jésus-Christ, et qui va se terminer à la bataille de Pydna. Alors, regardons les effectifs de l'armée macédonienne à ce moment-là. Elle s'élève à un total de 44 000 hommes, ce qu'il faut constater tout de suite, c'est que la proportion de la cavalerie, pour une fois, atteint pratiquement les 10%. Donc on voit là en fait les efforts de Philippe V et de Persée pour augmenter les effectifs de cette cavalerie. Alors celle-ci est composée de 2000 cavaliers lourds, alors ça comprend la Gema, les Étaroi, etc. Vous avez 1000 cavaliers légers, que ce soit des archers montés, des lanceurs de javelots, et vous avez un contingent du roi allié Odris, qui s'appelait Cotys et qui était allié à la Macédoine, et donc qui a emmené avec lui non seulement les 1000 cavaliers que vous voyez tout en haut à droite, mais également 1000 fantassins que l'on voit tout en bas. Quant à l'infanterie, comme d'habitude, hein, on a le gros pâté des phalangistes, 21 000 hommes, hein, c'est pratiquement la moitié de toute l'armée. Il y a les 3000 hommes de la Gema, donc c'est l'élite de l'armée. Vous avez également 1000 turéophoreurs grecs, 2000 mercenaires galates, 3000 autres mercenaires thraces, donc tout ça hein, c'est aussi des turéophores, les fameux 1000 Odris dont j'ai parlé tout à l'heure, et 3000 archers crétois. Eh bien, malgré le fait que l'armée macédonienne soit à l'apogée de ses effectifs, malgré le fait que pour une fois elle est une cavalerie qui, somme toute, reste quand même assez importante, malgré les 30 ans de préparation de cette vengeance, on avait Persée qui allait jusqu'à entraîner sa cavalerie à combattre des éléphants à partir de maquettes grandeur nature. Eh bien, malgré tout cela, Pydna, en 168 avant Jésus-Christ, est une méga grosse branlée macédonienne. Alors je ne vais pas vous raconter en détail cette bataille puisque vous inquiétez pas, elle fera l'objet d'une reconstitution dans un prochain numéro. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une défaite très rapide. Si j'ai une bonne mémoire, il me semble que ça s'est joué en l'espace d'une demi-heure ou d'une heure. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette grande défaite? Je rappelle quand même qu'à l'issue de ce désastre, 20 à 25 000 Macédoniens sont morts et 11 000 sont prisonniers. Eh bien, les raisons sont exactement les mêmes que pour Cynocéphale et Magnésie pour les Séleucides. Une phalange trop lourde qui ne peut pas manœuvrer, et donc une phalange qui est faillible, et une fois qu'elle est percée, eh bien c'est la destruction assurée. Cette défaite de Pydna va avoir de telles conséquences sur le monde hellénistique que par la suite ces armées vont s'adapter à la mode romaine. Alors ça, vous l'avez déjà vu dans les autres numéros sur les armées hellénistiques, mais pour l'armée macédonienne, eh ben, il est trop tard, puisque elle n'aura pas le temps ni l'occasion de s'adapter, puisque suite à cette défaite de Pydna, eh bien, on va avoir Persée qui va être capturé et installé comme un prisonnier en Italie, et la Macédoine, elle va être démembrée en 4 républiques qui vont en 148 être définitivement annexées par les Romains et transformées en provinces romaines. C'est la fin de l'armée antigonide. Voilou, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous aura plu et qu'elle aura été la plus complète possible. C'est sur ces images que on va se quitter. Il s'agit du tombeau de Persée qui a été retrouvé en Italie en 2005 à Magliano dei Marsi. On est au sud-est de Rome. Alors je vous dis à la prochaine pour la présentation d'une nouvelle armée hellénistique dont je ne vous donnerai pas le nom. Allez, un petit indice, ça commence par un P. Allez, ciao ciao, à la prochaine.